Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Parmentier, je suis intégrateur et j'écris sur le web sous le pseudonyme de HTMLE. Il y a une citation que j'aime bien dans notre métier qui dit qu'il y a deux choses compliquées en informatique, l'invalidation d'un cache et nommer les choses. Et moi, je me dis qu'il faudrait souvent en ajouter une troisième à cette liste, c'est faire des emails responsives. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais c'est compliqué de faire des emails responsives. Notamment parce qu'il faut jongler avec des clients mail comme Outlook 2016 qui utilise le moteur de Word comme moteur de rendu HTML. Et donc ça se passe pas très bien dès qu'on utilise autre chose que des tableaux pour faire de la mise en page. Et puis, même quand on a des clients mail dans des navigateurs, donc des webmails, on se retrouve avec un support de CSS assez inégal d'un client à l'autre. Et c'est compliqué aussi parce que sur le web, quand on fait du responsive, on utilise beaucoup de media queries. Et dans un email, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le support des media queries sur des clients mail mobiles, ça ressemblait à ça. En gros, on a les différentes versions d'Apple Mail qui sont très bien, qui supportent plein de choses. On a l'ancienne version du client mail par défaut d'Android 4 qui supportait les media queries, puis après ils ont décidé d'arrêter. Et tout le reste, c'est un peu le vide, le néant, il n'y a pas de media queries, donc ça complique un petit peu les choses pour faire du responsive. C'est particulièrement gênant sur des gros clients comme Gmail. Gmail aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs et dont les trois quarts sont sur mobile. Donc c'est une vraie problématique dans le monde de l'intégration d'email. Et heureusement, il y a des solutions qui ont été trouvées par plein de gens et partagées. Et notamment, il y a des techniques qu'on appelle des techniques d'intégration fluide hybride, où en fait, on va se baser sur le fait que on va utiliser des éléments, des tableaux flottants ou des éléments en display inline block qui vont naturellement se mettre les uns à côté des autres. Et puis, dès qu'il n'y a plus de place sur l'écran, ils vont aller à la queue leu leu les uns en dessous des autres. Donc tout ça, ça marche bien sans aucune media query et ça permet de faire une première étape d'optimisation sur mobile dans des emails. Un problème que j'ai toujours eu avec ces techniques-là, c'est que du coup, à un certain stade, quand on est sur mobile, on se retrouve souvent avec des toutes petites colonnes comme ça sur notre gros écran de mobile. Et moi, ce que j'aimerais bien, et souvent ce que les clients me demandent, c'est d'arriver à faire en sorte que les colonnes puissent prendre toute la largeur de l'écran. Et donc le tout sans forcément pouvoir utiliser de media queries. Et donc c'est comme ça que je me suis mis en quête de trouver une solution pour faire comment agrandir une colonne sur mobile sans media queries. Donc si vous faites du web ces dernières années, ce type de question, ça doit certainement vous évoquer cette solution-là, qui est Flexbox. Flexbox, c'est vraiment super, ça répond à plein de solutions et ça permet exactement de faire ce genre de choses. Ici, on a une grille d'image qui, selon la largeur de la fenêtre ou de l'écran, va automatiquement s'adapter. Toutes les images vont passer les unes en dessous des autres et puis elles vont occuper la place disponible sur l'écran. Donc ça, c'est génial. Ça fonctionne très bien dans un navigateur avec Flexbox. Et pour que ça fonctionne, on a en gros besoin uniquement de ces 4 propriétés en CSS. On a la propriété DisplayFlex qui va activer le mode de positionnement Flexbox sur un élément parent. On va préciser que notre grille va se poursuivre en ligne et pouvoir aller les uns à la suite sur plusieurs lignes. Et puis, sur les enfants de cette grille-là, on va utiliser la propriété flex qui va permettre de dire que nos éléments vont pouvoir grossir ou rétrécir et se répartir automatiquement la largeur disponible dans la grille. Donc ça fonctionne très bien dans des navigateurs. Sauf que si vous essayez de faire ça dans un email, et notamment un client mail comme Gmail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer certaines propriétés et ne conserver que DisplayFlex. Et ça, c'est particulièrement gênant puisque quand on n'a que la propriété DisplayFlex, on se retrouve du coup avec les valeurs de Flexbox des navigateurs par défaut. Et ce qui fait que la grille que je vous ai montée juste avant ressemble en fait à ça dans Gmail. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut, donc tout est sur une ligne, il n'y a rien qui passe sur plusieurs colonnes, et donc c'est vraiment pas le résultat qu'on veut. Donc ma question a un petit peu évolué en me demandant comment agrandir une colonne sur mobile sans media queries et sans Flexbox. Il y a 3 idées qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et la première, ça concerne justement le support de CSS de Gmail.
Gmail a une façon bien particulière de supporter CSS, ou pour des raisons de sécurité notamment, ils vont utiliser en fait une liste blanche de propriétés CSS qui sont autorisées et qui vont pouvoir fonctionner à l'intérieur du webmail, et tout ce qui n'est pas dans cette liste-là sera automatiquement écarté. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette liste fonctionne principalement par propriété et pas par valeur. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où une propriété, elle, est bien supportée, je peux utiliser à peu près ce que je veux comme valeur. Alors, un petit exemple de ça. La propriété background size en CSS n'est pas supportée par Gmail. Et donc, si j'applique le code suivant, Gmail va automatiquement filtrer ça et ne garder que la propriété background. Mais ce qui est intéressant, c'est que la propriété background, en fait, c'est une propriété raccourcie de toutes les autres propriétés background existantes, ce qui veut dire qu'on peut très bien inclure la fonctionnalité de background size dans la propriété background, comme ici. Et dans ce cas-là, ça permet de faire fonctionner la propriété background size dans Gmail. Alors, ça permet de faire plein de choses très intéressantes aussi, notamment utiliser des dégradés linéaires ou radiaux, donc comme ce genre de code, et c'est ce qu'avait fait la newsletter Email Weekly, qui est une très bonne newsletter pour faire un peu de veille sur ce sujet-là. Et ça permet aussi du tout d'utiliser la fonction calc. Alors la fonction calc en CSS, c'est un peu une fonction magique qui va permettre de faire dynamiquement des calculs en temps réel selon, selon des éléments, selon des valeurs disponibles à ce moment-là. Et au moment où j'ai un peu étudié tout ça, il y a deux choses que je savais pas savais pas vraiment sur Calc, c'est que on peut faire plein de choses, mais il y a deux choses qu'on peut pas faire. C'est notamment au niveau des multiplications. On ne peut pas, en utilisant Calc, multiplier deux éléments qui ont une unité différente. Il faut forcément qu'il y ait un des facteurs de la multiplication qui soit sans unité. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas non plus faire de division par un chiffre avec une unité. Et ce qui fait qu'on est, en fait, quand on utilise calc, on est un petit peu obligé de faire uniquement des divisions par des chiffres, des chiffres sans unité, ce qui fait qu'en fait, on pourrait très bien faire ce type de calcul sans calc, ce qui me faisait demander à l'époque un peu à quoi ça pouvait servir de faire des divisions en calc, puisque de toute façon, on peut les faire de tête quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est une petite anecdote personnelle. Ensuite, la deuxième chose qui m'a mis un peu sur la piste de tout ça, c'est un article sur la typographie responsive, écrit en mars 2015 par Mike Riefmuller, et qui présentait comment faire de la typographie responsive, où il donnait un exemple comme celui-ci, où il avait un gros bloc de texte qui passait de 20 pixels à 40 pixels selon la largeur de l'écran. Et donc, il avait mis au point pour faire ça une grosse fonction de calcul comme celle-ci qui prend des unités minimales, maximales, des largeurs de viewport et des points de rupture, pareil des seuils minimaux et maximaux. Donc ça fonctionne très bien dans son exemple, mais il utilise toujours des media queries comme garde-fou pour assurer une taille minimale au texte quand on est vraiment sur des petites résolutions et une taille maximale au texte dans des très grandes résolutions. Donc ça m'aidait pas forcément dans le cas précis de ce que je voulais faire, mais en tout cas je trouvais cette méthode-là vraiment très intéressante. Et la troisième chose qui m'a un peu aiguillé aussi, c'est un article de Raphaël Gotter qu'il avait publié sur son blog il y a 4 ans. Et il posait la question suivante. Entre les propriétés min-width, width et max-width, c'est qui le plus fort? Alors on va prendre un petit exemple. Et on va imaginer qu'on définit sur un élément quelconque en HTML les trois propriétés suivantes. Donc on va lui demander d'avoir une largeur minimale de 160 pixels, une largeur de 320 pixels et une largeur maximale de 480 pixels. Alors, à votre avis, si on a un élément qui a ces trois propriétés-là sur une page web, sans rien d'autre autour, à quelle taille va s'afficher cet élément-là dans une page web? Alors, à main levée, on peut faire le jeu si vous voulez. Qui pense que ça ferait 160 pixels? Quelques-uns. Qui pense que ça ferait 320 pixels? Grosse majorité. Qui pense que ça ferait 480 pixels? Deux petites personnes là-bas. Et donc la réponse ici, c'est 320 pixels. On demande au navigateur une largeur fixe de 320 pixels.
On lui demande aussi une largeur minimale qui est plus petite et une largeur maximale qui est plus grande, donc il n'y a pas vraiment de conflit entre tout ça. Donc le navigateur exécute ce qu'on lui a demandé, notre élément fera 320 pixels. Maintenant, si on inverse un peu et qu'on complexifie un petit peu ça, on se retrouve avec un élément où on demande qu'il fasse 480 pixels, mais on demande également qu'il fasse au maximum 320 pixels. Alors, à nouveau, à main levée, qui pense qu'un élément avec ces trois propriétés-là ferait 160 pixels? Plus personne. Qui pense que ça ferait 480 pixels? Et qui pense que ça ferait 320 pixels? Ok, c'est bien, vous êtes de bons élèves. C'est la bonne réponse. Effectivement, ici, quand il y a un potentiel conflit entre une largeur et une largeur maximale, c'est la largeur maximale qui prend le dessus. Et donc, notre élément ferait 320 pixels. Maintenant, on va encore complexifier un petit peu les choses. Et cette fois-ci, on va demander à ce qu'on ait un élément qui fasse au minimum 480 pixels, qui ait une largeur fixe de 320 pixels, mais qui fasse au maximum 160 pixels. Alors très clairement, si vous écrivez des choses comme ça dans votre code, c'est qu'il y a un petit problème dans votre tête. Donc surtout, il ne faut pas écrire ce genre de choses. Mais pour l'exemple, pour l'explication, à votre avis, ici, qui pense que ça ferait 480 pixels? Quelques personnes. Qui pense que ça ferait 320 pixels? Quelques personnes aussi. Et donc, qui pense que ça ferait 160 pixels? Une grande majorité. Alors la réponse ici, c'est 480 pixels. Il n'y a pas vraiment de logique à ça. La seule raison, c'est que c'est comme ça dans la spécification CSS. Il fallait trancher à un moment. On aurait pu dire que le max-width l'emporte dans tous les cas. Les personnes qui ont rédigé la spécification de CSS2 avaient défini que dans un cas de conflit comme ça, c'est min-width qui l'emporte, et c'est ce qui permet d'avoir un résultat assez uniforme sur tous les navigateurs là-dessus. Alors avec tout ça en tête, j'ai continué mon chemin et j'ai continué de chercher, d'essayer de mélanger un petit peu tout ça dans tous les sens, jusqu'au jour où, bingo, j'ai trouvé une solution. Et c'est une solution à base des propriétés width, min-width et max-width et de la fonction calc en CSS. Et j'ai appelé ça la technique des Fab4, qui était un surnom qu'on donnait aux Beatles. Et j'ai appelé ça comme ça pour deux raisons. La première, c'est que à l'époque où j'ai fait ça, le catalogue des Beatles venait d'apparaître sur la plupart des plateformes d'écoute de musique en ligne. Du coup, j'écoutais à fond les Beatles à ce moment-là. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'ai appelé ça comme ça, c'est parce que c'est difficile en informatique de nommer les choses. Donc, il faut bien trouver un nom. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, cette technique? Eh bien, ça va nous permettre de faire une grille comme celle-ci, où on a des éléments sur 4 colonnes, ou 3 colonnes, 2 colonnes, et puis qui, sur mobile, vont automatiquement passer soit sur 2 colonnes, ou sur une seule colonne qui prend toute la largeur. Et donc ce qu'on cherchait à faire, et tout ça sans media query, uniquement avec les trois propriétés et la fonction calc que je vous ai montré. Alors voilà à quoi ça ressemble en pratique. On va définir comme ça les trois propriétés avec un gros calcul. Alors la propriété max-width va permettre de définir la valeur qu'on souhaite obtenir en dessous du point de rupture qu'on va définir. Donc dès qu'on va être plus petit que ça, là on va dire que notre élément va faire 100%, donc en gros prendre toute la largeur. La valeur de min-width, elle, va correspondre à la valeur au-dessus de notre point de rupture. Donc dès qu'on va être au-dessus, là, ça va passer à 25%. Donc potentiellement, on va avoir 4 colonnes. Et la valeur de width, elle, va permettre de faire un calcul qui va mélanger tout ça et où on va définir ici la valeur de notre point de rupture. Alors, prenons un exemple à différentes largeurs, en commençant par un parent à 500 pixels. Donc si on a notre grille qui fait 500 pixels de large, ça veut dire que à l'intérieur, chaque élément va avoir les valeurs suivantes. Donc notre max-width va valoir 100%, donc les 500 pixels. Notre min-width va valoir 25%, donc 125 pixels. Notre width va valoir 480 moins 500 fois 480, donc 2 têtes moins 9600 pixels. Et donc là, on se retrouve un petit peu dans le jeu précédent, où on a des valeurs de max width, min width qui ne rentrent pas en conflit. Par contre, on a un width qui est vraiment très petit, qui est négatif. Donc ici, c'est le min width qui va prendre le dessus. Et donc, on va se retrouver avec un élément à 125 pixels de large, donc soit 25%, donc ce qui permet d'avoir une mise en page sur plusieurs colonnes au-dessus de notre point de rupture.
Maintenant, si on passe à un autre exemple sous notre point de rupture, donc notre point de rupture est à 480 pixels, là on va se mettre à 400 pixels. Donc à nouveau, notre max width de 100% cette fois-ci vaut 400 pixels. Notre min width de 25% vaut 100 pixels. Et le calcul fait par la propriété 8 va valoir 480 moins 400 fois 480. Donc là, ça fait 38 400 pixels. Donc ici, si on se reprête à nouveau à notre petit jeu de c'est qui le plus fort, on n'a pas de conflit entre le min 8 et le 8. Le 8 fait plus grand. Par contre, il y a un conflit entre le max 8 et le 8. Donc ici, c'est le max 8 qui l'emporte. Et donc on a bien une mise en page qui va prendre toute la largeur, qui va occuper 100% de l'espace. Donc cette solution, en l'état, elle fonctionne dans Gmail, que ce soit la version desktop ou la version d'application sur mobile. Et puis ça fonctionne aussi dans d'autres clients mail comme Apple Mail, l'ancienne version du webmail d'Outlook.com, Thunderbird, le webmail d'Orange et puis le webmail d'AOL aussi. Mais pour que ça se fonctionne bien un petit peu partout et que ça se dégrade bien ailleurs, il y a quand même quelques petits trucs supplémentaires à faire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde de l'intégration d'email. Et notamment pour que ça fonctionne sur l'ancienne version d'Outlook.com. Alors, elle est normalement plus vraiment utilisée, mais Microsoft estime qu'il y a quand même encore potentiellement 1% des utilisateurs qui sont là-dessus. Donc si vous n'avez vraiment pas de bol, vous vous retrouvez avec quelqu'un là-dessus. Donc cette version-là était plutôt cool parce qu'elle supportait bien Calc, et donc ça permettait de vraiment faire fonctionner ce qu'on voulait. La seule subtilité, c'est que ça supportait Calc, mais pas les parenthèses à l'intérieur des calculs. Ça veut dire que notre calcul tel qu'écrit comme ça, il ne va pas fonctionner, il va être supprimé totalement par le webmail. Et donc pour qu'il fonctionne, on va devoir refactoriser le calcul et en fait démultiplier tout ça en x2, donc en faisant 2 multiplications et notre soustraction entre les deux. Bon, c'est un petit peu plus lourd à écrire, mais ça fonctionne toujours aussi bien. En plus de ça, si on veut que tout ça, ça fonctionne sur les vieux WebKit, alors sur des vieux Safari, des vieux iOS et potentiellement les vieux Android 4 et 5, on va devoir ajouter des préfixes navigateurs pour que ça fonctionne bien. Donc toujours à partir de notre formule, on va dupliquer en fait la déclaration de la propriété width avec la fonction WebKitCalc pour que ça fonctionne bien. Ensuite, il restera dans tous les cas des clients mail dans lesquels Calc ça ne fonctionnera pas. C'était le cas de Yahoo ou du nouvel Outlook.com. Donc dans ce cas-là, on va prévoir une version qu'on va dire dégradée gracieusement. Et on va prévoir un style de display inline block, une largeur minimale de 120 pixels, et puis une largeur de 25%. Comme ça permet d'avoir une mise en page un peu fluide, jusqu'à ce que nos 4 éléments fassent 120 pixels et qu'il n'y ait plus la place, et là ils vont automatiquement repasser les uns en dessous des autres. Donc on va combiner tout ça avec l'écriture des Fab4, sauf qu'une fois qu'on fait ça, on se rend compte qu'en fait on a deux déclarations de la propriété min-width, une pour les Fab4 et une pour la version dégradée. Donc pour éviter que ces deux versions se rentrent en conflit, on va utiliser à nouveau la propriété calc ici pour juste inclure le 25% de la propriété min-width. Donc il n'y a aucun intérêt de faire un calcul ici, mais c'est uniquement pour que cette propriété se retrouve filtrée par les webmails qui ne supportent pas la fonction calc, et comme ça on aura bien l'autre version de min-width qui sera appliquée. Et comme on utilise un calc ici à nouveau, on va avoir à nouveau réécrire une version préfixée pour les anciens navigateurs. Alors, une fois qu'on avait tout ça, ça marche plutôt bien, sauf sur la nouvelle version d'Outlook.com, qui, elle, ne supporte pas Calc, donc on ne pourra rien faire de toute façon pour que ça fonctionne par là, mais qui a aussi une petite subtilité. Et cette subtilité, c'est que si on inclut comme ça tout notre code directement en ligne sur notre balise, quand le webmail Outlook.com rencontre un calcul avec une étoile à l'intérieur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement paniquer et il va supprimer tout ce qu'il y a dans l'attribut style. Absolument tout. Et donc là, pour le coup, pour une version dégradée, c'est vraiment dégradé. Alors, ce qu'on va faire, c'est éviter d'avoir du coup des calculs avec des étoiles à l'intérieur. Et donc, on va reprendre notre formule et puis on va faire en sorte d'éviter d'avoir des caractères à étoiles à l'intérieur. Et donc, en fait, on va tout calculer à la main pour avoir comme formule ce calcul un petit peu barbare et proprement illisible si vous tombez là-dessus sans savoir de quoi il s'agit. Et puis, on va du coup remettre tout ça dans le contexte de notre
de notre élément dans notre email. Et là, quand on teste à nouveau comme ça, ça fonctionne bien dans Outlook.com. Les propriétés qui ne sont pas supportées sont filtrées, mais le reste est bien conservé. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes comment tout ça fonctionne. Et je voulais vous raconter un petit peu aussi la suite de ça. J'ai fait toutes ces recherches-là en décembre 2015. Et j'ai passé vraiment pas mal de temps à essayer de triturer tout ce que j'avais pu lire sur voilà, tous les exemples que j'ai pu vous donner qui m'ont mis sur la piste et essayer de triturer la fonction calme dans tous les sens pour arriver à une solution. Et j'ai fini par arriver à quelque chose en janvier 2016. Et j'ai publié un article qui explique tout ça alors on ne voit pas en haut, mais donc qui est en février 2016. Sur Medium, j'ai publié un article qui raconte tout ça. Et là, ça a été vraiment l'avalanche. L'article a reçu plus de 70 000 vues. Il a été en première page de Hacker News, sur /r webdev sur Reddit. Ça a été retweeté par plein de gens que j'admire énormément, Sarah Sweden, Smashing Magazine, CSS Tricks. Et c'est vraiment une technique qui a trouvé sa place dans le monde de l'intégration d'email. Et tout ça, c'était jusqu'en septembre 2016 où Gmail s'est mis à supporter les media queries. Et voilà, en fait, du coup, ça simplifie un petit peu les choses quand on peut faire du responsive dans Gmail un peu comme sur le web. Donc, c'est peut-être pas forcément si utile que ça, à moins que en fait, ça se rapproche un petit peu de la notion d'éléments de queries ou de container queries. En fait, ce qui reste intéressant dans cette technique, c'est que sur une même largeur d'écran, ce qui était le cas on peut avoir une présentation différente du même email. Ici, dans l'ancienne version d'Outlook.com, donc qui supportait tout ça très bien, à une même résolution de 1024 pixels de large. Quand on choisit d'avoir une mise en page comme ça avec une petite colonne d'affichage, on a l'email en petite colonne. Et puis quand on choisit d'avoir l'email en plus grand, on a bien l'email qui peut passer en plus grand. Et ce type de différence-là, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire avec des media queries, puisque en utilisant des media queries, on va cibler sur une largeur d'écran. Mais ici, on est exactement sur la même largeur d'écran pour les deux cas. Donc ce qu'il faudrait faire en vrai, c'est ajouter un préfixe à nos classes et puis redéfinir à chaque fois les styles qui nous intéressent. Mais c'est pas du tout applicable dans le cas d'un email, puis c'est le genre de truc qui vraiment va alourdir nos bases de code CSS. Et le principe d'éléments de queries ou de container queries, ça va être d'essayer de cibler plutôt un élément par an plutôt que la largeur de la fenêtre de navigateur pour ajuster tout ça. Et c'est un sujet qu'on retrouve abordé déjà en 2015 sur le Step Art, où l'auteur proposait une solution totalement fictive, mais dont la syntaxe pourrait ressembler à quelque chose comme ça, où sur un élément par an, on va cibler la largeur de cet élément par an, et ensuite avoir un impact directement sur les enfants de ces parents-là. Et donc ça, on parlait un petit peu ce matin de prochaines révolutions et de choses comme ça, et je pense que dans le web, une des prochaines vraies révolutions de la mise en page et de l'utilisation de CSS, ça tiendra certainement dans l'apparition d'éléments de queries ou de container queries, et ça pourra vraiment changer la façon dont on conçoit des interfaces. Merci à tous. Merci Rémi. Alors, est-ce qu'on a des questions? Une ou deux? Ouais, là-bas. Les mains, levez les mains. Merci Rémi. Petite question, tout ce que tu as découvert sur ce qui était filtré ou pas par les différentes plateformes, c'est ouvert, publié, ou c'est vraiment de la recherche, aller essayer tout ça, puis voir ce qui passe et ce qui passe pas? La plupart du temps, ce sont des choses connues dans le milieu,
Mais effectivement, la grosse difficulté dans le monde d'intégration d'email, c'est qu'il y a très peu de centralisation de toutes ces ressources-là. On retrouve des articles de blog qui en parlent à droite à gauche, on en parle un peu sur des forums, sur Twitter, sur Slack aussi. Ouais, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à rassembler un peu tous ces trucs et astuces qui vont faire qu'on arrive à bien faire ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour ça. Les trucs et astuces, c'est autre chose, mais simplement savoir si cette propriété est filtrée ou pas Ah. par la plateforme. Est-ce qu'il les publie? Est-ce que c'est empirique? Il faut que tu les cherches et que tu les testes. Alors depuis septembre dernier, où Gmail s'est mis à supporter le responsive, ils ont publié officiellement une liste de propriétés qu'ils supportent, sauf qu'en fait elle est fausse. Ils disent qu'ils supportent des trucs, mais c'est pas vrai. Et donc voilà, c'est une première étape, mais c'est pas top non plus. Et à ma connaissance, c'est les seuls à faire ça. Je pense qu'une raison pour laquelle ils font pas ça, la plupart des clients mail font pas ça, c'est pour des raisons de sécurité. Où voilà, leur but c'est aussi d'éviter tous les gens un peu malhonnêtes qui vont essayer d'envoyer du spam ou des hacks ou vraiment de faire des choses très malicieuses dans un email. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite raison à ça derrière, mais ouais. Merci. Une question encore? Ah bah là, une seule. Battez-vous. Shifumi, t'as gagné. Ouais, déjà, super boulot. Enfin, c'est impressionnant la minutie, etc. Enfin, ouais, mais voilà, c'était une petite question par rapport aux element queries, parce que moi, je m'y suis intéressé il y a deux ans à peu près, où c'était au balbutiement et j'ai l'impression que c'était un peu au point mort. Est-ce que tu sais si le boulot a repris officiellement, s'il y a quelque chose de prévu, en tout cas, par rapport à ça? Alors non, à ma connaissance, il n'y a pas énormément d'avancées là-dessus. Je sais que il y a un groupe communautaire qui s'était intéressé aux images responsives et qui avait permis assez rapidement, en 1 ou 2 ans, de faire en sorte que dans les navigateurs, ils implémentent les images responsives, les balises pictures et les attributs SRC7. Et eux, ils s'intéressent aussi aux éléments de queries comme ça. Mais à ma connaissance, non, c'est un peu un sujet qui est au point mort. Il me semble que c'est un sujet qui est aussi un petit peu en attente des spécifications Houdini en CSS qui vont permettre là en fait, à chacun de faire ses propres propriétés et ses propres implémentations de CSS en JavaScript. Et je pense que voilà, il y a un petit peu une stagnation à ce niveau-là parce que tout le monde attend un peu de voir ce que ça va apporter Houdini et de voir s'il n'y a pas une solution qui se fera là-dedans. Ok, Voilà. on fait notre selfie? Allez. Alors, viens, tu sais, vu qu'on fait toujours là, bah, c'est toujours pour les gens Bah ouais. du centre. Alors moi, on va aller là-bas le faire. Ok. Parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui soient sur le côté n'aient pas leur selfie. On fait le selfie avec vous, alors on se déplace. Alors, vous pouvez continuer, hein, vous ne serez pas sur la photo de toute façon. Alors, un selfie, c'est que... Il faut que je le mette dans le bon sens. Alors, vous nous faites quelque chose là? Ouais, merci. Top. Merci. Merci Rémi. Merci.